Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle page Parole d'experts. Nous allons accueillir Steve Masson, professeur de l'Université de Québec à Montréal, neuroscientifique et directeur du laboratoire de recherche en neuroéducation, LRN. Il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, dont 2 ont retenu plus particulièrement mon attention. Pourquoi ? Parce qu'ils sont non seulement très intéressants sur le plan théorique, au travers d'une somme de recherches et de méta-analyses, mais aussi parce qu'au travers de principes et d'outils, ils apportent aux formateurs énormément d'éléments pour progresser dans notre rôle. Ils sont à mettre près de soi dans sa bibliothèque, après les avoir lus bien sûr, car ils seront en permanence d'une précieuse utilité. Alors rendons-nous tout droit à Montréal. Steve Masson, bonjour. Bonjour. Content de vous rencontrer. Oui, alors moi aussi, je suis absolument heureux de vous avoir aujourd'hui et je tiens à vous remercier énormément d'avoir accepté cet échange. Alors, vous êtes professeur à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Montréal et vous êtes directeur du laboratoire de recherche en neuroéducation, le LRN. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, dont 2 nous intéressent plus particulièrement. Alors, ce qui est intéressant et ce qui fait aussi que j'ai souhaité vous partager avec vous, c'est que vos ouvrages sont particulièrement intéressants, non seulement parce qu'ils font le lien entre connaissances validées par des centaines d'études, mais aussi parce qu'ils fournissent, et surtout parce qu'ils fournissent un cadre de référence et des outils et stratégies pour mieux comprendre l'apprentissage et aider les formateurs. Et je pense que moi, ça m'a beaucoup aidé. Et je pense que ça devrait beaucoup aider aussi les formateurs qui liraient ou qui liront votre livre. J'aime bien entendre cette raison-là parce que vous savez, c'est la raison pour laquelle j'écris ces livres-là. C'est vraiment fournir des outils aux enseignants, puis un cadre de référence, j'ai bien aimé le terme que vous avez employé, un cadre de référence pour justement mieux guider les pratiques pédagogiques et les choix pédagogiques qu'on doit faire en cours de route. Alors, avant de parler de votre premier ouvrage, il faut d'abord que je Tant mieux. félicite. Donc, votre premier ouvrage qui est sorti en 2020, Activer ses neurones pour mieux apprendre et enseigner, chez Odile Jacob, et le second, paru en 2024, Développer des compétences, comment mieux utiliser son cerveau, toujours chez Odile Jacob. Alors, pour reprendre votre premier ouvrage, comment activer ses neurones pour mieux apprendre et enseigner, on pourrait commencer, comme dans votre livre, par l'introduction. Qu'est-ce que la neuroplasticité et comment s'activent les neurones et pourquoi il est nécessaire de les activer, et de les réactiver le plus souvent possible. Très, très bien. En peu de mots, ce livre-là, c'est vraiment le thème central, c'est celui de la neuroplasticité. Vous l'avez bien dit. Pour apprendre, il faut que le cerveau change. Et ça, c'est possible grâce à la neuroplasticité. Vous savez, le cerveau n'est pas fixe, le cerveau peut changer. Plus spécifiquement, les connexions neuronales peuvent s'ajuster. Et c'est de cette façon-là qu'on apprend. Autrement dit, quand on souhaite favoriser l'apprentissage, on souhaite en quelque sorte favoriser la neuroplasticité. Et là se pose la question, comment peut-on faire? Quels sont les facteurs qui peuvent influencer cette neuroplasticité? Comment concrètement au niveau pédagogique on peut agir, sélectionner nos activités pédagogiques, les ordonnancer les unes par rapport aux autres pour favoriser l'apprentissage? C'était vraiment le cœur de ce livre-là. Donc, essayer de comprendre comment fonctionne la neuroplasticité, pour essayer de voir si ça peut nous donner des pistes pour mieux enseigner. Puis vous avez mis en évidence l'idée d'activation. Hein? Si on apprend, c'est parce qu'on a activé certaines idées dans notre tête. Activer, c'est tout simplement, on pense à certaines idées, on utilise certaines idées pour s'exprimer ou pour réfléchir, et ce faisant, cette réflexion engendre certaines activations dans notre cerveau en lien avec les contenus auxquels on pense, et plus on pense à quelque chose à plusieurs reprises et qu'on y pense intensément, plus on a tendance à activer et réactiver, et vous le savez sans doute, c'est ce que j'essaie de bien décrire dans le livre, c'est l'activation qui provoque la modification dans les connexions neuronales. Donc, on dit souvent, il y a un adage très populaire en neurosciences qui résume bien certains mécanismes de neuroplasticité. On dit les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Donc, si on veut que les élèves changent leur cerveau pour apprendre, il faut s'arranger d'une façon ou d'une autre à ce qu'ils activent les notions dans leur cerveau, puis idéalement à plusieurs reprises. Alors, vous disiez, il faut activer les neurones, les activer à plusieurs reprises. Et très souvent, il y a confusion chez les formateurs entre
la répétition et l'activation des neurones à plusieurs reprises. Ah, c'est vraiment un bon point parce que ça, c'est confondant parce qu'on met l'accent d'une certaine façon avec le cerveau fonctionne à partir de répétition. OK? La répétition, ça fait en sorte que ça consolide progressivement les connexions neuronales, mais ce qu'il faut en fait, c'est de l'activation répétée. Il faut donc répéter l'activation des neurones à plusieurs reprises et c'est pas la même chose que répéter sans arrêt la même chose parce que vous le savez, si on répète sans trop réfléchir quelque chose à plusieurs reprises, on n'active plus notre cerveau, en fait. Hein, si on répète, je ne sais pas, 4 fois 8 égale 32, 4 fois 8 égale 32, 4 fois 8 égale... J'ai plus besoin d'activer mon cerveau et ça compte pas comme une activation, en fait. Donc, il doit y avoir répétition de l'activation, pas répétition sans réfléchir. C'est vraiment une nuance importante, là. Hmm. Dans le cadre de cette réactivation des neurones, est-ce qu'il n'y a pas aussi la nécessité de ne pas être trop complexe dès le départ, par exemple, ce qui pourrait poser des difficultés aux apprenants? Oui, mais ça, tu sais, si on veut consolider les connexions neuronales, il faut activer à plusieurs reprises et éventuellement, lorsqu'on devient assez habile pour répondre aux questions, accomplir les tâches qui sont demandées, on peut se permettre de varier les contextes d'activation, de varier les types de questions et de rendre les tâches parfois plus complexes. Donc, une tâche peut nécessiter une connaissance. Je ne sais pas, on peut demander à un élève, ah, 4 fois 8, ça fait combien? Ça fait 32. Ça, c'est une chose. Ça peut provoquer une activation dans le cerveau. Mais si j'ai un problème en géométrie à résoudre qui va me demander de faire un calcul à un moment donné et que je vais devoir utiliser cette connaissance-là, 4 fois 8 égale 32, mais là, c'est dans un contexte complètement différent, c'est dans une tâche qui est plus complexe. Puis c'est un espace intéressant euh, qui est quand on apprend quelque chose, c'est toujours très lié au contexte dans lequel on a appris. Puis jusqu'à un certain point, il faut comme planifier au niveau pédagogique une décontextualisation, au sens où il faut varier les types de questions, varier les contextes d'activation, dans des tâches plus simples, mais oui, dans des tâches plus complexes parfois, pour que ça puisse se consolider. Toute cette question des tâches complexes aussi est très abordée dans le deuxième livre. J'ose pas trop approfondir parce que je pense que vous allez vouloir en parler, là, mais c'est quelque chose de très important, le niveau de complexité des tâches. On dit généralement que les tâches d'apprentissage, pour qu'elles soient les plus optimales possibles, elles doivent être ni trop simples, ni trop complexes. Et d'où l'idée d'essayer de trouver une tâche du bon niveau de complexité. Et là, grâce aux apprentissages qu'on a réalisés, on peut se permettre d'augmenter progressivement la complexité des tâches qui sont proposées. Ouais. Alors, on ne peut pas voir malheureusement l'ensemble des chapitres de ton livre, mais il y a un chapitre, le numéro 5, qui m'a particulièrement interrogé sur ma pratique de formateur, autour des questions de espacer l'activation des neurones. Moi, je suis souvent amené à faire des formations de 5 jours, et je me posais la question, avec des sujets qui sont généralement chronologiques, bloqués, et je me disais, est-ce qu'il n'est pas possible de faire autrement? OK, excellent. Oui, moi aussi, c'est un de mes principes favoris, là, l'idée d'espacement, pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est vraiment appuyé par beaucoup de littérature scientifique. On connaît l'effet d'espacement depuis les années 1950 à peu près, découverte de la psychologie cognitive, et aujourd'hui, on a une idée plus claire des mécanismes cérébraux qui sont derrière, mais c'est pas quelque chose de nouveau. Mais c'est quelque chose de peu connu encore aujourd'hui en éducation. Et pourtant, les retombées pédagogiques sont assez concrètes, hein. L'idée d'espacer, c'est que on parlait tantôt d'activer à plusieurs reprises les mêmes contenus. Chaque activation modifie les connexions neuronales. Mais sans plus ces activations sont espacées dans le temps, ça vient avec des avantages supplémentaires, avec plus de changements qui se déroulent dans le cerveau. Puis un des aspects très importants, intéressants de ce principe-là, c'est que ça demande, tu sais, le nombre d'activations, c'est quelque chose d'assez important. Il faut vraiment activer de façon répétée. Mais là, ça dit que pour le même nombre d'activations, on peut avoir plus d'effets en termes d'apprentissage si on espace. Donc, c'est pas plus de temps, pas plus d'activation, pas plus d'énergie, pas plus d'efforts, mais plus de résultats. Puis ça, c'est rare. Habituellement, apprendre, ça demande des efforts par définition parce qu'il faut activer. Tandis que là, c'est une façon, dans le fond, il faut quand même faire les efforts, il faut quand même faire les activations. Mais si on les fait de façon espacée, ça va donner plus de résultats. Il va en découler plus de modifications dans le cerveau. Fait que ça mène à se poser la question quand on fait de la planification pédagogique, OK,
comment j'organise mes activités. Souvent, on a tendance à viser un objectif d'apprentissage puis se dire, OK, on s'attaque à cet objectif-là, on va faire toutes les activités, tous les exercices. Après ça, ça va être réglé, on passe à autre chose. Mais le principe d'espacement soutient que c'est pas idéal de vouloir vraiment condenser ou de travailler un contenu intensément pendant peu de temps. L'idéal, c'est d'espacer ce temps de travail, ce temps d'activation. Fait qu'en découle toutes sortes de conséquences pédagogiques, comme vous l'avez vu, des conséquences pédagogiques qui sont décrites dans le livre. En tout cas, j'essaie de le faire, qui sont vraiment intéressantes. Oui, puis je sais pas pour vous, mais moi, je viens du domaine de l'éducation à l'origine avant de faire des neurosciences. Puis on m'avait jamais parlé du principe d'espacement, alors qu'il est, somme toute, assez important. Puis efficace aussi. Il y a des études qui démontrent que c'est ce petit changement-là de regrouper versus d'espacer a un impact notable sur les apprentissages, puis c'est documenté dans des centaines d'études. Fait que c'est vraiment quelque chose, je suis content que vous le mettiez de l'avant, là, c'est bien. Donc, en reprenant l'idée de mon stage, on pourrait considérer par exemple que ce stage de 5 jours, 5 thèmes, une journée par thème, on pourrait par exemple diviser la première journée en deux, première partie le lundi matin, le lundi après-midi faire la première partie du deuxième thème, le mardi matin faire la première partie du troisième thème, et puis par exemple le mardi Voilà. après-midi ou le mercredi matin revenir sur la deuxième partie du premier thème. Est-ce que ça serait bon pour l'apprentissage, entre autres par le fait, par exemple, que il y aurait eu une nuit de sommeil, on sait que ça joue. Oh, oui, oui, ça a un apport. Puis ce que vous dites me fait penser que on est toujours pris avec certaines contraintes au niveau pédagogique. On est pris avec un certain horaire. On est pris avec un certain temps prédéterminé. Souvent, vous êtes pris avec 5 jours et là, vous vous dites, OK, c'est assez logique. Spontanément, on est amené à se dire, OK, première journée, on aborde tel sujet, c'est réglé. Deuxième journée, tel autre sujet, c'est réglé. Ça fait en sorte que, tu sais, ça structure l'intervention ou la formation, puis ça, c'est pas nécessairement mauvais en soi. Par contre, on profite pas de l'effet d'espacement dans ce temps-là. Fait que, tu sais, on peut imaginer, oui, on peut imaginer au lieu de tout voir ce qui est à voir sur un certain sujet en une seule journée, ben, d'en voir une bonne partie, puis d'en garder une autre partie pour plus tard. J'aime bien cette idée parce qu'il y a plusieurs façons d'espacer, mais il y a une des façons qui est très simple, c'est juste se dire, tous les exercices, tout le matériel, toutes les discussions qu'on avait prévues sur un sujet, au lieu de les faire tout d'un coup, on en garde un peu pour plus tard. Ça voudrait dire que dans un cadre de formation de 5 journées, par exemple, on aborde un contenu lors de la première journée, mais au lieu de tout voir puis dire c'est réglé, on en garde. Ça peut être une partie modeste, là. Ça peut être la majorité de la première journée porte sur un sujet, mais après ça, il y a une partie donc qu'on le fait lors de la deuxième journée, ou de la troisième, ou de la quatrième, ou de la cinquième. Ça n'a pas besoin d'être long nécessairement à chaque fois, mais d'étaler les activations. Puis évidemment, comme il reste du temps à la première journée, hein, si on n'a pas tout fait ce qui était prévu par rapport à un objectif donné, bien là, on commence à aborder un deuxième sujet, un autre sujet qu'on va poursuivre, bien sûr, tu sais, lors de la deuxième journée ou lors d'une journée subséquente. Fait que, tu sais, il faut comme viser un équilibre, en fait. Tu sais, idéalement, les contenus doivent être les plus structurés possibles. On sait où on va, on sait de quoi on parle, ça, c'est parfait. Euh, mais si on peut en plus espacer, c'est mieux. Tu sais, il ne faut pas exagérer non plus. Il ne faut pas, mettons, je ne sais pas, on a une journée, puis à toutes les 5 minutes, exemple extrême, OK? À toutes les 5 minutes, on change d'objectif d'apprentissage, on change de sujet, on aborde d'autres thématiques en se disant qu'on va y revenir. Non, non, ça va être ben trop comme. Ça va être trop intense. Mais si on a une journée complète, de diviser peut-être en deux demi-journées, au lieu de compléter l'objectif 1 de la première journée, on en fait la moitié la première journée, on en fait la moitié une autre journée. Comme il reste la moitié de la journée, on commence un autre objectif. Fait que, tu sais, ça peut être, ça peut être oui. Puis, tu sais, peu importe la durée de l'espacement aussi. C'est un autre aspect intéressant, là. Alors, on peut espacer de quelques minutes, de quelques heures, de quelques jours. La plupart des études, on parle de quelques jours. Mais même si la durée de l'espacement est plus courte, c'est toujours avantageux. Ça donne toujours plus de résultats pour pas plus de temps, tu sais.